constaté cela, en concertation avec d'autres responsables, nous nous sommes dit, puisque les leaders religieux, semble-t-il, devaient venir pour faire la médiation, pour ne pas rester dans la cour du doyen Jean-Marie Doré, alors que la foule était en train de s'amasser du côté aux alentours du stade un peu partout, nous avons dit, vaut mieux laisser le doyen Jean-Marie Doré, avec une ou deux personnes, attendre l'arrivée des prélats et des religieux pour discuter. Nous, il faut qu'on sorte pour aller à la rencontre de la population. C'est ce qui a été fait. Arrivé au niveau de l'entrée de l'université Gamal Abdel Nasser, nous nous sommes rencontrés avec un cortège, un dispositif mis en place par le commandant Thiébrou. Et des pourparlers ont commencé pendant des minutes. Je ne peux pas dire combien de minutes ça a pris, mais nous avons fait durer le processus pour permettre à la grande foule qui devait déferler des collines de Ratoma pour que celle-ci puisse arriver. Et lorsque ces colonnes se sont présentées, avec, disons, une foule extrêmement nombreuse, et le dispositif a sauté et sans concertation, nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade. Bon, il y avait des jets de pierre, bien entendu, mais arrivé au niveau de l'esplanade, personnellement, j'étais surpris que nous avons été happés par une foule qui nous a portés sur leur dos et nous a fait rentrer à l'intérieur du stade. Intérieurement, pour moi, ce n'était pas ça qui était prévu, parce que le stade n'était pas en principe ouvert. Donc, j'avais conscience qu'être enfermé dans une souricière avec tout ce monde-là présentait des dangers. Mais bref, il n'était pas possible de faire marche arrière, et donc on a été happés et on nous a fait rentrer dans le stade. Beaucoup de gens croyaient que l'objectif c'était d'entrer dans le stade, parce que le fait d'entrer dans le stade c'était considéré comme si on a gagné la bataille. Et bon, c'est la raison pour laquelle certains jeunes, lorsqu'ils sont arrivés à l'intérieur, se sont mis à prier sur la pelouse. Les autres responsables nous sommes montés sur les gradins, et quelques temps après, il y a eu des tentatives de tenir des discours, mais ce n'était tellement inaudible puisqu'il y avait tellement de monde, tellement de bruit. C'est quelque temps après, il y a eu des détonations de grenades lacrymogènes qui sont jetées, et je ne peux pas dire de manière précise qu'est-ce qui a précédé, parce que les souvenirs se sont estompés après le temps, et les conditions dans lesquelles nous étions à ce moment-là ne permettaient pas d'avoir un film exact de la manière dont les choses se sont passées. Mais je dois dire que lorsque j'étais au niveau des gradins, au moment où les autres étaient en train de parler, j'ai remarqué que deux jeunes, contrairement à ce que nous avions indiqué, avaient comme un masque de fer. Ça m'a étonné. Et un autre qui était avec lui avait autre chose qui semblait bizarre dans le cadre de ce que nous avions indiqué comme dispositif à prendre. Et donc, mais je n'ai pas accordé tellement d'importance. Peut-être je me suis dit c'est une question d'habitude. Mais ceci, ça m'a fait tiquer qu'il y a quelque chose qui est anormal avec ces deux jeunes. Je leur ai dit, pourquoi vous amenez ça? Bon, ils n'ont pas répondu. Mais bref, donc c'est dans ce processus que les détonations, les grenades lacrymogènes et des coups de feu qu'on a entendus, et on a vu comme des petits moineaux, la plupart des gens qui étaient au niveau de la pelouse, chacun cherchant à
fuir pour quelque chose dont personnellement je n'avais pas pris conscience de ce qui se passait. C'est dans ce cadre, quelque temps après, on a vu des militaires, principalement des bérets rouges, venir au niveau de là où les responsables étaient en face des responsables pour demander à ce qu'on descende. Intérieurement, j'ai dit, ils sont venus nous arrêter. Bon, ça ne m'a pas inquiété puisque je me suis dit, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais il y avait parmi eux des gens qui n'étaient pas du tout de la manière, leur habillement n'était pas conforme à l'habillement des forces de défense et de sécurité, parce que c'était bigarré, il y avait du tout. Et en descendant de la tribune à la queue-leu, bon, moi j'étais un peu derrière, j'ai vu Ella Selou qui était en maille avec un policier, puisque je peux l'appeler policier, qui était habillé tout en noir, qui avait un ceinturon, et une bataille s'est engagée. Bon, c'est au cours de la descente vers la pelouse que j'ai reçu un coup sur la tête. Ça m'a sonné, mais ça ne m'a pas déstabilisé. Donc nous avons été regroupés et dans ce cadre, il y a un fusil était tombé, un militant de l'IFDG l'a pris, je lui ai intimé l'ordre de le déposer parce que c'était dangereux qu'on le voit avec le fusil et ça aurait pu être un prétexte pour nous canarder tout simplement parce que quelqu'un a pris un fusil qui était par terre. Heureusement, il a obtempéré et je pensais que cela n'était pas su, mais j'ai été surpris que mercredi dernier, que Fatoumata Bari ait relaté cette histoire. Donc, celui qui est venu, parce qu'on ne pouvait pas distinguer, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ne sont pas ensemble, mais celui qui a exprimé de manière formelle, descendait, là, c'était le commandant Toumba Diakité. Les coups pleuvaient et je ne peux pas dire de manière précise ce qui s'est passé à côté de moi, puisque c'était une question de vie ou de mort et il fallait être lucide pour ne pas paniquer ou aller dans des directions qui n'étaient pas les bonnes. Monsieur Selou Dalein Diallo avait reçu des coups et il était à terre. Bon, c'est un coup de fusil avait blessé son garde-corps. Lorsque le commandant Toumba amenait les autres leaders pour les faire sortir de la pelouse, pour les amener, le fait que M. Diallo Selou était à terre, intérieurement, j'ai dit, je ne peux pas le laisser là. Et je remercie Dieu de m'avoir donné toute la lucidité, de n'avoir pas paniqué et de ne l'avoir pas abandonné au niveau de la pelouse. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaye 3, malgré le fait que ce dernier avait reçu un coup et que son bras était cassé, de m'aider à prendre Ella Selou et de le sortir d'ici. L'autre équipe, avec les leaders, était déjà partie. Nous nous sommes retrouvés derrière et malgré les coups qui pleuvaient, nous avons réussi à le sortir de la pelouse et on était toujours à l'intérieur de l'espace du stade du 28 septembre, mais pas au niveau de la pelouse. On était poursuivis par des gars qui avaient des armes blanches et un qui avait vraiment un long bâton
et qui était en train de vouloir nous assommer avec cela. Bien, c'est à ce moment-là que j'ai aperçu le colonel Thieboro qui entrait dans le stade, mais qui s'avançait tranquillement. Comme je le connais, et je lui ai fait signe, il est venu vers nous. Lorsqu'il est venu vers nous, ceux qui nous agressaient avaient cherché autre chose à faire. Et à ce moment-là, le colonel Thieboro a pris sa responsabilité en nous prenant en charge et il a hélé quelqu'un que je considère comme étant un des éléments garde-corps de M. Sidya Touré, de venir nous aider pour prendre M. Cellou Dalein Diallo et avec Ablaye III et pour qu'on puisse sortir du stade. C'est comme ça qu'on est sorti. Au moment où on sortait, il y avait un attroupement, disons des jeunes garçons, des jeunes étaient agglutinés un peu avant la sortie. Et l'image qui m'a le plus frappé, c'était le fait qu'un petit garçon a levé la main et il y avait un militaire qui avait un fusil et qui les mettait en joue. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils ont réussi à sortir ou pas? Mais c'est l'image qui m'a le plus traumatisé par rapport aux événements du 28 septembre. Ce n'était pas une violence avérée, ouverte, mais un petit garçon levant la main, ça, à chaque fois que j'y pense, je suis fortement ému. Ceci dit, on est sorti et on s'est retrouvé à l'esplanade pour aller vers la jupe du colonel Thieboro. J'ai vu au niveau de l'esplanade une femme qui se débattait et qui était entourée par des hommes en uniforme et qui était en train, disons, de vouloir lui tirer le pagne et de la mettre nue. Et ça, je suis formel là-dessus, c'était comme si c'était un petit animal qui était au milieu et des garnements se mettaient à jouer avec elle en essayant de la mettre nue. Nous sommes montés dans la Jeep et le colonel s'est dirigé vers Kaloum. Lorsqu'on a dépassé l'entrée de l'université, nous avons rencontré un cortège, disons, toute la hiérarchie policière du directeur général et d'autres. Ils se sont arrêtés et le colonel s'est arrêté et ils sont venus nous entourer pour s'enquérir de la situation. Ils ont vu ceux qui étaient au niveau de la Jeep et pour ne pas altérer et dire des choses que, avec le temps qui se sont estompées, bon, ils se sont, quelque temps après, et nous avons continué, et eux, ils ont continué vers le stade. La rue était, il n'y avait personne, c'était vide, et nous sommes arrivés à la clinique Ambroise Paré. On nous a fait descendre, surtout c'est El Cellou qui était évanoui, moi, Ablaye III et le garde-corps de M. Sidya Touré, nous étions lucides. Nous sommes rentrés à l'intérieur de la clinique, les médecins commençaient à s'affairer. C'est entre-temps qu'un monsieur, un militaire ou quelqu'un qui avait un t-shirt noir et un pantalon bien baraqué avec une arme, accompagné d'un autre qui était un peu plus, j'allais dire, potelé, qui avait un ceinturon de balles avec
des grenades qui perlaient au niveau de ces ceinturons. Ils ont dit, si on ne nous fait pas sortir, ils vont jeter une grenade à l'intérieur de la clinique. Ça a créé la panique et on était obligés, et les médecins étaient obligés de nous aider pour reprendre Ella Sellou, qui était encore évanouie, pour nous mettre dans la Jeep. Mais ce qui m'a le plus à ce moment-là frappé, je me suis rendu compte que le colonel Thiebro n'avait aucune autorité sur eux. Je m'étais dit, comment se fait-il que lui, qui est colonel, et que d'autres viennent et lui donnent des instructions sans qu'il ne puisse réagir? Et dans ma tête, c'était quelque chose qui n'était pas du tout normal. Mais bref, le colonel Thiebro nous a repris dans sa Jeep et nous nous sommes dirigés vers la ville. Arrivé à un carrefour, je crois, juste au niveau de la Banque centrale, et c'est comme s'il hésitait, et par la suite, il a bifurqué directement vers le camp Samori Touré. C'est au niveau du camp Samori Touré, on nous a amenés au niveau de du dispensaire, et médecin militaire nous a pris en charge. C'était docteur Bangoura qui, je crois, d'après, il semblerait, c'était le frère de l'ancien colonel Panival qui nous a pris en charge, qui nous a soignés. À ce niveau-là, on était restés à 3. Moi, Ella Sellou et Ablaye 3. Comme j'avais des blessures au niveau de la tête, et Ablaye 3 avait son bras qui était cassé, mais à ce moment-là, c'est comme s'il n'avait pas pris conscience que son bras était cassé. Bon, moi et lui, nous nous sommes retrouvés au niveau de la véranda. Après, je lui ai dit, puisqu'on n'a pas l'air d'être surveillé, j'ai dit à Ablaye 3, il faut partir, essaye de partir. Nous allons rester. C'est comme ça qu'Ablaye 3 est parti. Ella Sellou et moi, nous sommes restés. Mais quelque chose m'a interloqué. À un moment donné, j'ai vu un grand camion qui avait un camion militaire qui est rentré dans le couloir. Ça m'a intrigué, mais je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais bref, je signale ça au passage. Et dans l'après-midi, on nous a demandé de quitter comment on appelle ça, l'infirmerie du camp Samori Touré, et on nous a amenés à la clinique Pasteur. C'est là-bas où on a su que tous les autres responsables des forces vives étaient déjà hospitalisés. Donc, à ce niveau-là, nous sommes restés, les soins, et nous avons pris contact avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. Parce que depuis la sortie du stade, nous ne savions pas qu'est-ce qu'il allait advenir de nous. Mais c'est à ce niveau-là que nous avons commencé à reprendre un peu d'espoir. Et pendant 2 ou 3 jours, on est resté là-bas jusqu'à ce que, disons, des circonstances fassent que, personnellement, je suis sorti et je suis resté en Guinée, et que d'autres, dès leur sortie, ont pu être évacués du pays pour aller à l'étranger. Voilà, peut-être il y a des aspects qui mériteraient d'être explicités, mais comme c'est une introduction générale, voilà ce qui s'est passé à mon niveau lors de la journée du 28 septembre 2009. Je rappelle au tribunal que je suis parmi ceux qui ont été convoqués le 3 décembre 2009 par la commission d'enquête du CNDD au niveau du Palais du Peuple. C'était le matin, j'ai eu à témoigner et à répondre aux questions de la commission pendant pratiquement 3 heures.
j'étais accompagné par tous les autres responsables qui étaient présents à Conakry, des forces vives. Et après mon passage, d'après ce que j'ai su par la suite, c'est le colonel Tchebro qui devrait être auditionné. Et comme vous le savez, l'après-midi, il y a eu l'annonce d'une tentative d'assassinat sur le capitaine Dadis Camara et un autre cours de l'histoire de notre pays a commencé. Voilà à peu près ce que je peux dire de manière factuelle et de manière générale. Peut-être si vous me permettez de conclure, personnellement, je considère que la tragédie du 28 septembre 2009 est une tragédie parmi d'autres. Les présumés, les accusés qui sont ici, c'est le fait, disons, du hasard de l'histoire, parce qu'il y a eu d'autres tragédies beaucoup plus massives que la Guinée a enregistrées, mais comme il faut toujours commencer par un point de départ, le jugement de la tragédie du 28 septembre 2009 est un départ. Cela n'occulte pas les anciennes responsabilités qui ont ensanglanté notre pays, et nous souhaitons que ce qui s'est passé soit perçu comme une forme, disons, de juger pour éviter les répétitions. Parce que le fait que durant les 13 années, il n'y a jamais eu le jugement du 28 septembre 2009, d'autres tragédies ont été enregistrées en Guinée. Les tragédies de Womé, de Galapaï, de Zogota, les tragédies autour de l'Axe, tout cela aurait pu être évité si les autorités, après la transition de 2009-2010, avaient pris leurs responsabilités expresses pour sanctionner de manière définitive et durable ces genres d'exactions sur les populations civiles. Mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est notre histoire et il faut le prendre en compte pour nous permettre d'envisager un autre cours, un autre avenir où ces genres de situations ne pourront pas se répéter. Bon, les accusés qui sont à la barre, d'autres ont fait pire, mais ils ne sont pas à la barre. Mais il faut que ceux qui sont à la barre sachent qu'il faut qu'ils apportent leur contribution pour que la Guinée sorte de cette longue péripétie, de cette longue répétition de tuerie, répression, qui a fait qu'on ne peut pas compter aujourd'hui le nombre de victimes que nous avons enregistrées depuis très longtemps dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur Ba, finissez, vous pouvez. Allez-y. De quoi vous avez effectivement été victime? Bon, vous savez, la notion de victime, personnellement, je considère que nous avons assumé notre devoir vis-à-vis de notre pays. Et comme l'histoire est tragique, il y a le prix à payer pour la liberté, pour la démocratie et les personnes qui sont... Bon, je veux dire de quoi, qu'est-ce que vous avez subi? Bon, j'ai subi des coups, j'ai été blessé. Pour l'essentiel, c'est ce que j'ai subi à titre personnel. Est-ce que ce jour, vous avez pu identifier certains agents des forces de l'ordre ou bien des militaires? Bon, de manière explicite, je ne peux pas les identifier. Les seules personnes que je peux identifier, puisque c'était clair et net, c'est le commandant Toumba Diakité, lorsqu'il a donné des instructions que les leaders descendent et qu'il les a pris en charge pour les faire sortir, et que le second,
qui nous a pris en charge, c'est le colonel Thieboro Camara. Les 2 militaires de la clinique Ambroise, est-ce que vous avez pu les identifier? Bon, je ne les connais pas, j'ai vu, c'était la première fois que je les voyais, mais je ne peux pas être explicite. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de viol ou ceci ou cela. Alors, quel est alors le mobile de ma présence? On m'a dit, non, tu viens d'abord de ça. Hein. Comme j'ai signé, je suis un officier supérieur, je ne peux pas revenir sur ma signature, quel que soit le prix à payer. Heureusement, je vous ai posé la question de savoir, quel est le mobile de moi, ma présence ici? Bon, la non-assistance à la personne en danger, tout ça là, je pense que je pouvais ne pas, on ne pouvait pas me poser la question là ce jour-là. Ils m'ont simplement dit, alors certains vous accusent de ceci, de cela, et je pense que quand vous regardez mes SIR, en aucun moment, j'ai affirmé ce qui est mis sur mon dos. Mais ce qui a été paradoxal, et ce que je ne comprends pas jusqu'à maintenant, je les ai dit ce jour, si quelqu'un, par méchanceté des Guinéens, parce que le Guinéen est méchant, si quelqu'un parlait de moi, que j'ai commis un acte quelconque, hein, allant dans le sens contraire du droit, il dit, j'aimerais que vous me confrontiez à l'intéressé avant de prendre votre décision. Parce que la loi, c'est la loi. Et j'ai été promis que je serai confronté à tous ou toutes celles qui viendra me porter un préjugé sur mon dos avant de prendre leur décision. Malheureusement. 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 Malheureusement, Monsieur le Président, quand l'ordonnance de renvoi est apparue en 2017, lorsque j'ai vu à l'intérieur de cette ordonnance, par l'intermédiaire de mon avocat, que j'étais effectivement accusé ou inculpé pour des faits de meurtre, d'assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat et assassinat, enlèvement, détention arbitraire, séquestration, torture, complicité de coups et blessures volontaires et violence volontaire. Et plus loin, qu'une certaine... Et plus loin, Monsieur le procureur, oui, Monsieur le procureur, c'est important que vous attendiez, hein. C'est important ce qui se passe. Et plus loin, Monsieur le Président, je pense que c'est une question de vie ou de mort. Ce dossier qui nous amène ici, c'est un dossier important. Donc, quand je suis dans ma fouille, permettez-moi, je vous connais déjà, vous avez la patience du python, permettez-moi de fouiller bien pour que vous soyez vraiment bien édifiés
pour éviter les mêmes erreurs que le pôle de juge d'instruction a faites. D'accord. Monsieur le procureur, j'ai été meurtri d'apprendre, dans la même ordonnance, que certains citoyens, par simple affirmation, comme une certaine Oumou Bari, un certain Mamadou Bailo So et Sieur Mamadou Bailo Diallo, m'auraient accusé qu'à ma présence, que mes hommes auraient tiré sur 2 militants et qui ont perdu la vie à l'esplanade du stade, et que moi-même, je me serais opposé à la récupération de leur corps. Cela m'a poussé à beaucoup réfléchir. Réfléchir sur où nous sommes. Réfléchir, est-ce que c'est possible qu'un Guinéen, malgré tout, peut penser que moi je peux commettre de tels actes? Et plus loin, ce qui est encore choquant et inhumain, une autre allégation, et ça me ronge jusqu'à présent, qu'un certain Mamadou Diallo a confirmé ou affirmé que moi-même je m'aurais rendu coupable de meurtre en tirant sur un militant. Devant lui, sans la moindre preuve, et les cours d'instruction ont validé cela. Ils l'ont mis dans l'ordonnance de renvoi, une manière d'impacter mon image, ma dignité, ma réputation, et mettre à l'eau tout ce que j'ai fait pour ce pays pendant les 14 ans. Monsieur le Président, je pense que cette ordonnance de renvoi, comme si c'était la Fatia, a impacté le colonel Djeboro. Voilà les passages qui méritaient les confrontations devant le cours du juge d'instruction, si on voulait vraiment faire un travail sérieux dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier, afin d'éviter les erreurs judiciaires, surtout quand on parle d'état de droit. Alors que je les avais dit, messieurs, faites tout pour que je sois confronté à ces gens-là. Quiconque, une femme, un homme ou tout ce qui veut, qui peut m'accuser, cherche en sorte que je sois confronté à eux avant de prendre, s'il faut dire, votre ordonnance et de renvoi. Monsieur le Président, voilà les choses qui me poussent à ne pas regretter ce que j'ai fait. J'ai un ami qui m'a appelé, avant que je ne vienne ici, qui m'a toujours appelé d'ailleurs, et qui me pose la question, pourquoi tu es venu à ce stade? Je l'ai dit tantôt que je suis soldat. Si ça tire encore demain à Madina, j'y serai. Tant que je ne meurs pas, moi je serai toujours devant les faits du genre. Peu importe ce qu'on dira de moi, je pense que la justice est là pour clarifier tout ça. Parce que nous sommes dans un monde qui est organisé. Nous sommes dans un état de droit. Ça a été ainsi. Lorsqu'un jour, nous sommes en 2016-2017, lorsqu'un jour, c'était au temps de Saïdou Fofana, à la maison centrale ici, je sais que vous êtes tous au courant, quand un tir nourri s'est fait entendre ce jour là-bas. J'étais le premier là-bas. J'étais le premier. Aucun officier supérieur de ce pays ne te dira à l'époque qu'il est venu là-bas avant moi. J'ai été interpellé après que j'avais maîtrisé la situation avec le commandant qu'on appelle le commandant des garnisons de Conakry, le major Cissé. Après avoir maîtrisé la situation, après avoir identifié où le coupable, après avoir retiré l'arme, c'est en ce moment que tout le monde est arrivé. Et c'est en ce moment que le journaliste Hamzaba m'a posé la question. Il dit, mon frère, tu es un suicidaire. Je lui ai dit que je suis loin d'être un suicidaire, que je ne joue que le rôle de soldat, que vous avez encore les problèmes de 28 septembre sur la tête. Cela n'a pas fini. Tu viens encore vers un tir que tu ne sais pas qui est en train de tirer.
Je l'ai dit, si ça tire encore maintenant demain, j'y serai. Peu importe ce que les gens diront, mais je serai en phase avec ma conscience. Monsieur le Président, ce jour, encore, je pense que c'est un jour qui doit être gravé dans la mémoire des Guinéens. Tout le monde était paniqué. Pendant ce temps, le colonel Teboro courait vers la maison centrale. Et tout ce qui a été fait ce jour, je pense à 80%, était sur mes instructions. Donc, et une fois encore, pour dire que ça, c'est le travail des soldats. Moi, je suis étonné que je puisse jouer un tel rôle. Et que les gens m'accusent de meurtre, d'assassinat et de complicité, de toutes les autres infractions graves qui sont collées à ma personne. Monsieur le Président, je pense que je suis vers pratiquement la fin, mais je vais simplement vous dire que j'ai cru et j'ose croire avoir joué un rôle. J'ai cru et j'ose croire jusqu'à présent avoir joué un rôle de soldat, de républicain, de soldat qui a revêtu la tenue pour sauver les citoyens. Monsieur le Président, ce qui me travaille, que je n'arrive pas à comprendre, et ça me travaille jusqu'à présent, que des Mamadou m'ont accusé pour me barrer. Je voudrais, avec votre permission, que ces gens viennent ici à la barre, qu'une confrontation soit faite, que ces gens m'exhibent les preuves ici, pour que, je ne parle même pas de ceci seulement, parce que même les juges d'instruction, je pense qu'ils doivent revoir leur position. Parce que ce que j'ai vu écrit dans l'ordonnance de renvoi est un moyen de démotivation de presque tout le monde, même tous les opérationnels. Parce que lorsqu'on agit conformément à la loi, aux règles, conformément à la mission traditionnelle, et que les choses se retournent contre toi, ça n'encourage pas dans un pays. Moi, je pense que les pays comme la France, nous avons vu le cas du petit Gabriel, cet enfant qui s'est vu un jour, s'il faut dire, suspendu dans le vide, au 8e arrondissement, dans un immeuble parisien là-bas, et qui a été sauvé par Mamadou, le Malien de 22 ans. Ce monsieur a été pris comme un héros. Un héros de la République française. Ce monsieur a été décoré. Ce monsieur a eu tous les honneurs qu'un républicain doit avoir. Ce monsieur a été même reçu par le président de la République française. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Donc, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, en un mot, j'ai d'autres problèmes à dire, mais je me dis que je garde pour le moment dans ma réserve pour attendre de vous des questions qui peuvent être posées et les réponses qui peuvent être apportées. Sinon, Monsieur le Président, j'ai voulu juste ne pas occulter un petit passage. Un grand passage pour moi, mais peut-être un petit passage pour un certain Guinéen. C'est comment je me vois aujourd'hui. Quelle est la qualification que je me donne moi-même? Je suis qui pour le Guinéen? Si je mourais au stade, je serais qui aux yeux de la population guinéenne? Est-ce qu'il y a un criminel? Est-ce qu'il y a un soldat qui a accompli une mission honorable? Une mission patriotique? Une mission de devoir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, à partir du moment que ce jugement a été programmé, j'ai fait un repenti actif sur le passé. J'ai fait une réflexion sur le passé. J'ai dit, c'était la première fois, sinon ça fait au moins 2 ans, le colonel Coplan et moi, on ne s'appelle pas. Quand le jugement a été programmé, je l'ai appelé. Il dit Coplan, il dit oui. Il dit, je suis déçu. Je suis déçu de ce pays
Je suis déçu que nous, après tout ce qu'on a fait, même après qu'on nous a impacté par rapport au 28 septembre, nous avons accompli des missions, qui étaient les missions de devoir. Quand je prends, entre autres, les conflits intercommunautaires que la région forestière a connus. Je l'ai expliqué. Mon ami, si on mourait ce jour là-bas, on serait des gens perdus. Ce sont nos parents qui allaient perdre, nos enfants allaient perdre, nos épouses allaient perdre. Nous sommes dans un pays où le devoir bien accompli est toujours mal récompensé. Nous sommes dans un pays où les gens, s'ils veulent t'impacter, ils ne regardent même pas Dieu. Ils ne pensent même pas qu'on va tous mourir un jour, Monsieur le Président. J'ai dit à Coplan, à M. Coplan, regardez un peu le jour qu'on est arrivé en 2011 à Galapaï. Il était avec lui. 29 morts, calcinés. On a fait 3 mois pour résoudre ce conflit et faire les pactes de non-agression entre les citoyens de cette localité avant d'y quitter. Si quelqu'un tirait sur nous ce jour-là, on serait reconnu, s'il faut dire, si une enquête internationale était faite, on va nous prendre même pour coupable d'incendie ou de meurtre ou d'assassinat, comme ça s'est fait maintenant là, et nos enfants n'auront jamais eu le temps de regarder en face des autres. En 2012 ou 2013, le cas de conflit qui a généré à partir de coulées et qui a pris en un temps record toute la forêt, où il y a eu 265 morts, 85 disparus. J'y étais aussi avec Coplan pour 8 mois durant, sans voir la famille, sans même songer à venir à Conakry. Je sais que il y a des cadres forestiers qui me regardent, qui diront l'effort qu'on a fourni. Je pense que ce jour, toute la République, nos chefs hiérarchiques, tout le monde était fier de nous. Mais après ça, même une médaille d'un centimètre, comme ça, nous n'ont pas été au fait. Quand je fais une allusion à la République française, c'est à ce niveau-là. Et j'ai dit à Coplan, si la vie pouvait reprendre, qu'est-ce qu'il allait faire? Et qu'est-ce que moi j'allais faire? En tant que républicain, s'il pouvait reprendre, même en sortant ici, si demain, lendemain, je ne souhaite pas, si ça tire dans une agglomération, dans un lieu, et je suis à côté, j'ai entendu le tir, j'irai vers le tir. Car moi je suis fait pour ça, j'ai rêvé la tenue pour ça. Cette crise a été résolue. 8 mois, j'y étais. Et tout récemment, j'étais presque seul là-bas parce que Coplan était malade. En 2020, j'étais encore sur le terrain des crises intercommunautaires en forêt. Il y a eu des dizaines de morts. Et à Zérekouré, et à Massanta. J'étais encore là-bas. Les résolutions ont été faites. Les pactes de non-agression ont été signés. Et assortis d'une médaille que le vieux Azali a bien voulu m'offrir. Non, Monsieur le Président, pour dire simplement que je suis à votre entière disposition. Je suis à votre entière disposition. Et puisque je vous crois, et puisque je crois à mon pays, et puisque je sais que le droit sera dit, et puisque je sais la seule inquiétude que tout le monde a et que moi je n'en ai pas, c'est pour dire est-ce que ce jugement sera impartial. Mais moi je crois que ce jugement sera impartial. Je crois que c'est un problème historique. Je crois que nous sommes devant la face du monde et que à partir d'aujourd'hui, les gens sauront qui a fait quoi. Mais je termine par dire que je suis prêt à toute confrontation avec avec mes accusateurs. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je ne reconnais pas les faits qui m'ont été reprochés, qui ont été fabriqués de toutes pièces et mettre sur ma tête. Je suis à votre disposition pour répondre à toute question, je dis bien à toute question de votre convenance, si c'est pour la manifestation de la vérité dans ce dossier. Je vous remercie. Monsieur Moussa Kiegboro Kamara. Président, Monsieur le Président. Au moment des faits, quelle fonction occupiez-vous? Moi, les faits, à quel moment? Au moment des faits. J'étais secrétaire général, secrétaire d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le grand banditisme.
Et quelles étaient vos prérogatives? C'est non seulement, comme vous l'avez dit, comme la dénomination dit, le dit, lutter contre la drogue, les services. Lutter contre la drogue, c'est votre micro là qui n'est pas aussi bien. Ouais. Les faits. Non, c'est ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vais me débrouiller comme ça. Je disais bien que mes prérogatives étaient la lutte contre la drogue, le grand banditisme et les services spéciaux. Oui. Comme mes prérogatives étaient la lutte contre la drogue. Contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. En un mot, ça veut dire que j'étais chargé de lutter contre la drogue, de lutter contre les grands bandits et faire les services spéciaux. C'est tout? Oui. Est-ce que vous étiez chargé du maintien d'ordre? Pas de tout. Pas de... Bon, je ne sais pas quels sont les services qui étaient chargés, mais ce que je sache, en cas de maintien d'ordre, les services traditionnels sont connus pour lutter, pour faire le maintien d'ordre. Vous ne savez pas les services qui étaient là? Non, je savais que... Non, non, quand... Oui, monsieur le Président, quand vous dites quels étaient les chefs qui étaient chargés, ça sous-entend quelque chose. Vous avez dit que vous ne saviez pas les services qui étaient chargés du maintien. Je ne vous ai pas dit ça, monsieur le Président. J'ai bien dit. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les services qui étaient chargés du maintien de l'ordre au stade? Non. C'est-à-dire, j'ai deux compréhensions par rapport à ce que vous dites. Il faut qu'on se comprenne. Est-ce que vous saviez les services qui étaient chargés? Ça, je dis non. Mais, oui, mais je dis bien sûr qu'en cas de maintien d'ordre, oui. C'est des questions de précision que je suis en train de faire. Vous avez parlé, on vous a suivi. Ouais. Donc c'est des questions de précision. Vous répondez aux questions que je vous pose. Oui. Quels étaient les services chargés du maintien d'ordre ce jour au stade de la... Les services que j'ai vus de passage en partant chez moi, c'était la gendarmerie et la police, les CMS, les mobilos et les gens de CMS. Moi, oui, comme je l'ai dit traditionnellement, mes services, tous les jours que Dieu faisait, pendant que nous étions dans cette phase de lutte contre le grand bandit et autres, et les trafiquants, tous les matins que Dieu faisait, mes services sortaient pour faire les patrouilles nocturnes et d'huile. Est-ce que vos services étaient au stade ce jour pour le maintien d'ordre? Si, comme je l'ai tantôt dit dans ma déposition, j'ai trouvé sur place là-bas 2 pick-up. Au stade? Oui. Au stade, pas au stade, hein, devant l'esplanade du stade. Il faut préciser les choses, c'est important. L'esplanade du stade? Oui, oui. Ça veut dire la rentrée du stade? Rentrée du stade, non. Est-ce que ça veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire... que, comme je l'ai dit, mon intervention, c'était déjà, quand moi je suis venu... Est-ce que l'esplanade veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire la devanture du stade. La devanture du stade. Tout à fait. C'est par là qu'on passe pour rentrer au stade. Tout à fait. Ce jour, Monsieur Camara, votre présence, vous étiez là pourquoi au stade? Merci, Monsieur le Président. Je n'étais pas venu au stade. Moi, je partais chez moi. Moi, je parle du stade. Hein. Vous étiez au stade pourquoi? Au stade, pour venir secourir les choses. Si c'est au stade proprement dit. Je vous parle du stade. Non, monsieur, je vous ai dit, vous étiez au stade pourquoi? Au stade. Au stade, je suis venu au stade d'abord devant l'esplanade. Ça c'était le matin. J'ai discuté avec les manifestants. Ensuite, c'était
avec les leaders. Je vous ai bien précisé cela, je pense. Et ensuite, quand je me suis retiré, je vous ai dit que quand par Talki, j'ai appris que ça tirait au stade, malgré notre conversation. Malgré... Qui vous a appris que ça tirait au stade? Non, pas le Talki. Vous savez, les Talki, ça c'est des moyens de communication radio. Et vous voyez, lorsque ces moyens-là, un service est doté, chacun a son réseau. Est-ce que vous étiez obligé de venir parce qu'il y avait un service de maintien d'ordre au stade et vous ne faisiez pas partie? Est-ce que vous étiez obligé de venir au stade pour secourir quelqu'un? Je me dis oui, parce que simplement, lorsqu'on parle de maintien d'ordre, on ne parle pas de coup de fusil. Lorsqu'un coup de fusil se retentit dans un stade où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient avec les citoyens, un officier supérieur de mon rang, chargé de grand banditisme à l'époque là. Hein? Si je n'étais pas venu, j'aurais eu aujourd'hui un cas de conscience. Seulement si un leader comme Serou Dalen Diallo mourait ce jour, ce que vous posez comme question là ne serait pas posé. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? Je n'étais pas obligé, mais j'ai été appelé par un devoir. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? C'est ma question. Mais monsieur, j'ai bien répondu à la question. Ouais, vous répondez, vous continuez. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade ce jour? Je n'étais pas obligé de revenir. Vous n'étiez pas obligé. Est-ce que vous dites que vous n'étiez pas obligé? C'est ce que vous avez dit? Non, je vous ai dit, comme vous le dites, quoi. Comme vous pensez que je n'étais pas obligé de venir. Je ne pense pas. Je vous pose une question. Ouais. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Moi, je ne pense rien. Hein. Je vous pose tout juste une question. S'il vous plaît, vous l'assistez, hein, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est très simple. C'est des questions très simples que je suis en train de poser. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? C'est toute ma question. Si je savais que ça allait être comme ça, je n'allais pas revenir. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Non. Si c'est ce que tu penses. Qui vous avez vu au stade? À part vous. Qui d'autre était là? Oui, mais je pense que il faudrait que je sois bien précis par rapport à la question. Je vous ai dit. Vous avez dit que le maintien d'ordre, c'est la police et la gendarmerie. Oui. Oui. À part ces deux corps, vous voulez des questions précises. À part ces deux corps, oui. Quel autre corps était au stade? Devant le stade, bien sûr. Il faut tout préciser devant le stade. Moi, je dis au stade. Non, au stade, j'ai vu que des bérets rouges. Vous voyez que je pose des questions précises. Ouais. Hein? Peut-être ouais. Au stade, à l'intérieur, j'ai vu que des bérets rouges. Des bérets rouges? Oui, quand je suis arrivé. Au stade? Oui. Ces bérets rouges-là, oui. C'était qui? Les bérets rouges, c'était les gens du régiment commando qui relevaient de Toumba. Personnellement, qui? J'ai vu Toumba, effectivement. Vous avez vu Aboubakar Sidiki, Toumba, dites les noms. Hein. Aboubakar Sidiki, Diakité, dit Toumba, oui. Avec ces hommes, vous avez dit? Avec ces hommes, et bien sûr. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Merci, Monsieur le Président. À ce niveau, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. J'ai bien dit, même dans ma déposition. Je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. Je suis rentré juste dans l'esplanade, le grand portail. Après ce grand portail, il y a un vide qu'on appelle la cour. Et c'est dans l'un sortait maintenant du stade proprement dit. Et le tir, c'était à l'intérieur. Bon, franchement, je ne suis pas rentré. Mais je me disais qu'il faut nécessairement prendre Dalin et les leaders, parce que c'était les gens très sensibles. Où vous avez vu M. Aboubakar Toumba Diakité et ses hommes? Ils étaient où? Pour bien le remarquer, parce que vous parlez de déventure, vous parlez de stade, parce que moi je parle de stade. Non, non, non. Il faut où vous les avez vus? Moi je les ai vus à 2 points. Où? Un, d'abord, dans ce vide-là, parce que c'était beaucoup étaient dans ce vide-là. Le vide-là, c'est où? Le vide-là, c'est entre le grand portail du stade. Après l'esplanade, il y a un grand portail d'abord, qui tombe dans un vide. Ce vide-là, c'est la cour du stade. Ça, c'est différent du stade proprement dit où il y a la pelouse. Donc, entre ces vides-là, c'est là-bas, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu là-bas. Et ceux qui m'ont frappé là, c'était, vous avez compris, c'était pour moi ces hommes. Parce que quand on m'a dit que tout... C'était ces hommes. Oui, c'est qui. Et ça, c'était où? Ça, c'était
entre ce vide-là, où j'ai pris Quel d'Alain. vide? Précisez-nous. Mais je vous dis, quel Monsieur le vide? Président, Voilà, suivez-moi très précisez-nous. bien. Parce qu'on ne va pas répéter la même chose. La rentrée principale du stade. Tu as tout le problème avec tes micros. La rentrée principale du stade. La rentrée principale du stade après l'esplanade. Juste, ça tombe sur une rentrée qui est le grand portail. Après ce grand portail, il y a un autre portail à l'intérieur. Et dès que vous franchissez cette porte-là de l'intérieur, tu tombes dans le stade proprement dit, qui est la pelouse. Donc, après la porte, là, comme quelqu'un qui sortait du stade maintenant, qui sortait de cette porte-là, ce vide-là, on appelle la cour, c'est là-bas que j'ai vu Touma. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. On peut appeler là-bas la cour du stade. La cour du stade. Est-ce qu'on peut appeler comme ça? Oui, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est là-bas que vous avez vu M. Là-bas, j'ai vu Touma et ses hommes. Oui, tout à fait. Ces hommes, tout était derrière. Je voyais, si c'est un moment infernal, comme je vous ai dit. Vous venez de dire que vous avez sauvé M. Selou Dalin, M. Sidia, M. Jean-Marie Doré. Vous les avez extirpés de la foule pour les envoyer à l'hôpital. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. C'était à quel niveau? Dans la cour toujours du stade ou bien sur la pelouse du stade? Non, dans la cour du stade. Et C'était là-bas, c'était au même endroit. c'était au même endroit. Et je vous ai dit, là-bas, Sidia, c'est quelqu'un qui m'a dit, les Sidia aussi sont là, il dit embarquez-les. Dans des foules comme ça. Est-ce que c'est là-bas vous les avez, avez pris pour les envoyer à l'hôpital? C'était le même lieu. Pas Sidia, hein, pas Sidia, j'ai dit bien. J'ai dit embarquez-les, sans même savoir qui m'appelle. Mais comme c'était pour le. Il dit embarquez-les, embarquez-les. Parce qu'il m'a dit, mon commandant, il y a les Sidia qui sont là. Il dit mais embarquez-les dans une voiture, vous partez à l'hôpital. Parce que moi, il n'y avait plus de place chez moi. Hein. C'était rempli déjà. Il y avait Jean-Marie Doré qui était complètement blessé. Il y avait Sidia effectivement qui était blessé. Il y avait l'autre là. Selou qui était complètement blessé. Et Baouri. Mon souci était dans ma voiture, il n'y avait pas beaucoup de place maintenant. Et moi-même, j'étais obligé de débarquer le garde de corps et suspendu comme ça la chose. Et moi, j'ai pris la voiture. Vous venez de dire vous-même qu'il y a des témoins qui ont dit dans le cabinet d'instruction qui vous ont vu tirer sur les personnes. Je l'ai appris comment? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à Monsieur le Président, je vais vous répondre. Et je vous ai dit dans mes propos tout de suite que la partie la plus choquante, la partie la plus étonnante, la partie qui ne colle même pas à mon image, qui ne ressemble pas à Tchébro, ça, c'est ce que ces témoins-là ont déclaré. Pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'est méchant. Moi, jusqu'à preuve de contraire, je voulais que les intéressés apportent des preuves de ce qu'ils ont mis sur ma tête. Parce que ce qui est sûr et évident, tout Guinéen, même quelqu'un qui vient de sortir d'une démence primaire, quand tu lui dis que tu vas tirer sur quelqu'un, il te dira que ce n'est pas possible par rapport à ce qu'on a fait dans ce pays en peu de temps. Donc ça, ces témoins-là, je voulais les voir. Mamadou Diallo, Mamadou Bailo Bari Ousso, et Mamadou Saïdou Bari, et Oumou Bari. Ceci-là, je voudrais que vous m'aidiez à clarifier ce passage. Je voudrais que la Cour m'aide à clarifier ce passage. Ça ne me ressemble pas et ce n'est pas mon image. Exactement. Monsieur Camara, ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés au stade? Pratiquement non. Imagine-toi, je suis parti sur une ligne, je reviens sur cette ligne. Je courais, hein. Je pense que les journalistes devaient être vraiment, 21e siècle, retracer mon arrivée en courant. Vous n'avez pas vu de blessés? Je n'ai ni vu. Est-ce que vous avez vu des corps? Pas de tout. Pas de tout. Je l'ai dit dans ma déposition, pas de tout. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur. Vous avez vu des militaires qui étaient en train de frapper M. Jean-Marie Doré? Oui. Vous pouvez nous dire un peu comment ils étaient habillés? Pour Jean-Marie Doré, franchement, pour Jean-Marie Doré, ceci-là, c'était des bérets rouges. Mais celui qui m'a frappé n'avait pas de béret. Il avait le camouflage, mais le camouflage ne signifie pas béret rouge, hein, je vous précise, parce que l'armée guinéenne, à l'époque, heureusement maintenant c'est réglé,
C'est réglementé, ça vient d'être réglementé. Dans l'époque, tout militaire pouvait porter béret, le camouflage. L'essentiel, la différence, c'était le béret. Vos hommes étaient au stade, c'était sur ordre de qui? Les hommes étaient au stade, ce n'était pas un problème d'ordre. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'il y avait manifestation, nous, en tant que chargés du grand banditisme à l'époque là, on n'a pas devant, parce que devant, ce sont des gens de maintien d'ordre qui ont des armes appropriées avec des lacrymogènes là pour lancer les choses. Ils étaient au stade sur ordre de qui? Qui? Je vous dis, je reviens, mais il faut que vous compreniez le schéma avant que je ne réponde. Suivez-moi, donnez-moi ce temps, parce que ce temps ne reviendra plus. Ils étaient au stade sur ordre de qui, M. Camara? Bon. Ça, c'est simple. Hein. Oui. Voilà. La patrouille relevait de Farima. Mais la patrouille